quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres signalent, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. La station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 16 mars 2021, qui sera consacrée pour sa grande partie du centre, non, pour sa partie artistique, et aujourd'hui sera aussi une partie historique, consacrée donc à la Commune de Paris. Vous venez d'écouter le groupe mythique Noir Désir dans ses œuvres, ou dans son œuvre, comme on veut, chanter le temps des cerises, un chant justement de la Commune de Paris. Et nous allons tenter, une fois de plus, de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne à tête. Ouais, salut tout le monde. Oui, on va parler de la Commune de Paris, mais nous on va garder notre ouverture, notre fenêtre artistique. On va voir ce qu'il en était du point de vue des artistes sous la Commune de Paris. Donc vous pouvez nous joindre sur notre mail artracaille@orange.fr ou sur le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96. Connaissez-vous le cri du peintre, ce chant sourd né de la contrainte, quand le moindre ciel bleu l'éreinte, il aborde la toile enceinte, prête d'accoucher de ses craintes. Entendez-vous le cri du peintre? Il tâtonne, cherche l'empreinte, puis s'enflamme à guetter l'étreinte de la gitane en demi-teinte nue qui pose en offrande sainte. Écoutez bien le cri du peintre, sa lampe de chevet éteinte, là où la nature est défunte, traquant dans le verre de l'absinthe le contour d'une coloquinte. Imprégnez-vous du cri du peintre,
de l'homme pendu à son cintre, du pillard qui ose l'empreinte, qui fait surgir l'eau de la plainte, fait de la putain une sainte. Barbouillez-vous du cri du peintre, pour sa cible jamais atteinte, l'éclat d'un raisin de Corinthe, l'osier, l'eau, le parquet, la plainte, l'allaitement du jour qui pointe. Picassez-vous du cri du peintre, le cri de la craie qui veut vaincre, et la laine, la toux, la quinte, la quête de tout, et l'enceinte qui emmure les murmures du peintre. Connaissez-vous le cri du peintre? Le peintre, interprété par Francesca Solville. Et vous aurez la chance, parce que ma camarade va mettre le lien, et vous allez voir l'atelier d'un peintre magnifique. Enfin, nous, on l'aime beaucoup, on l'a découvert à Tourcoing, alors qu'on ne savait pas que Darmanin était de ce bled, parce que bon, on n'aurait jamais foutu les pieds autrement. Eugène Leroy. Eugène Leroy. Ouais, d'ailleurs, on va peut-être lui consacrer une émission, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, donc voilà. C'est Eugène Leroy, ah ouais, tout à fait. Ouais, vous pourrez voir un petit peu. Je trouve que c'est extrait d'un film que j'ai, d'ailleurs, que j'ai acheté justement à Tourcoing, dans le musée d'Eugène Leroy. Et c'est un extrait un co-extrait de ce film, et vous allez voir. Alors, mais c'est quelque chose d'assez surprenant. Alerte, au secours, help! Tout ça pour vous prévenir, les barbouilleurs et autres rapinos qui font dans les carissages de la pierre, et de toutes les disciplines des arts plastiques en toc, ouvrez-moi, ou le galériste me tuera. Non, pas n'importe quel galériste, rassurez-vous. Juste celui qui se fait passer pour et qui n'est qu'un médiocre petit escroc. Nous vivons une période faste pour tous les arnaqueurs à deux ronds. Ceux qui, de préférence, s'en prennent à la misère des rabbins, en proposant par l'intermédiaire du web des contrats mirobolants à tout ce petit monde dans le caca et qui croit toujours au Père Noël. Pas tout seul les peinturlureurs de base, mais je m'y intéresse à cause d'un mail reçu il y a quelques jours et qui me proposait ce genre d'écorniflage crado. Ils attendront longtemps ma réponse, ceux qui sont à la manœuvre dans cette saleté de business. Pas que je sois plus malin que ceux qui se laissent berlurer par ces propositions alléchantes d'une reconnaissance de leur talent. Eh ben, Rad, j'ai essayé de comprendre comment les marchands d'art fonctionnaient. Une galériste, qui a écrit quelques bouquins là-dessus, que j'ai acquis il y a quelques années de ça, voilà, a écrit sur le sujet. Je n'ai pas appris grand-chose. Je n'ai pas appris grand-chose qui puisse servir au rapin lambda. Sauf que c'est un milieu très, très élitiste et qui ne recrute pas ce milieu par petites annonces ni dans les alentours de Pôle emploi, mais dans l'entre-soi. Ce sont la plupart du temps des artistes propres sur eux, plus proches par la distinction et les discours des assistés de l'art dit contemporain, que soutiennent de leurs petits bras musclés les fracs, dracs, tagalades, soins, aménagés par des fonctionnaires et managés, pardon, pas aménagés, mais on pourrait dire aménagés aussi, mais managés par des fonctionnaires du ministère de la Culture, on se demande de laquelle, dont un hargneux critique d'art fait ses choux gras et qui fait bien marrer et qui a la santé, je veux parler de cholestérol. Pas de place pour deux dans ce genre de tripounet. Non, je veux seulement mettre en garde les rapins qui gobent tout, surtout le pire pour eux.
Nous ne vivons pas en Terre Sainte où ce que Jésus multipliait les petits pains au lait, la friture de marne, goujon et ablette, et nous faisait picoler de l'eau qu'il avait transformée en piquette qu'on boit dans les guinguettes sous les tonnelles, du côté de nos jambes. Non, non, non. Là, ce sont des mecs qui nous font passer des vessis pour des lanternes, et c'est d'un fastoche. Pas de quoi en faire pipi dans sa culotte, mais soudain, j'ai un doute qui me bouffe l'élucubration en rédigeant cette anatule. En est-ce bien la peine, cette réaction? Peine qui n'est pas, rassurez-vous, bien fatigante et plutôt relaxante, dont l'effet sur les populations de peinturlureurs risque de faire un flop. Bof, on s'en remet. Allez les amanches, à se revoir. Pourtant, avant de nous quitter, un petit rappel sur Courbet et la Fédération des artistes de la commune qui ont tenté de changer quelque chose à cette foire d'empoigne. Une info que cette émission, et peut-être d'autres, vont essayer de faire remonter à la surface du marigot qui pique-pète. 150 ans nous séparent de cette espérance, de cette promesse de jours meilleurs, pas seulement pour les artistes, mais pour tous. 150 ans d'exploitation débridée de l'homme par l'homme. 150 ans qui ont permis à la rente de s'en caler plein les fouilles. Et malgré les avancées portées par le Conseil national de la résistance, et aujourd'hui mises en miettes, par les nantis de la finance soutenus par les nantis de la politique, on se retrouve rogeant comme devant. Une réécriture habituelle de l'histoire, qui a failli, il y a 150 ans, changer de style. Failli pour finir dans les bagnes ou massacrer durant la semaine sanglante une saignée dont le peuple ne s'est pas encore remis. Nous reste 2 anniversaires à fêter et à pleurer. Celui de la naissance de la commune, puis celui de sa mort dans le sang et les larmes. Tous à vos pinceaux, vos burins, vos mottes de glaise, vos partitions, vos plumes, et à nous, Courbet, Vallès, Hugo, Molière, usons de nos armes aussi efficaces que les flingots, quand elles sont mises au service d'une juste cause, et la révolution socialiste et libertaire en est une fameuse. Ouais, bah écoute, moi je vais rester complètement dans ton billet, dans le sujet de l'émission, puisque je vais parler de 2 choses dans mon presse-papier. Alors justement, quand on parle de cet art financiarisé, Nicole Estérol dénonce toutes ces turpitudes et cette financiarisation de l'art contemporain, hein, toutes ces tas de sable qui se vendent des millions, qui représentent rien du tout, si ce n'est qu'on doit bouquiner un petit livret de 15 pages pour comprendre à quoi correspond ce tas de sable. Et bien là, ce qui se vend maintenant, ce sont des œuvres numériques. Voilà, c'est une info que j'ai lue la semaine dernière. Une œuvre entièrement numérique de l'artiste américain Beeple a été vendue jeudi 11 mars, 69,3 millions de dollars, ce qui représente 57,8 millions d'euros. C'est la maison d'enchères Christie's. C'est un record qui témoigne de la révolution en cours sur ce marché resté longtemps confidentiel. Donc, cette œuvre s'appelle Every Days, les premiers 5000 jours. Donc, c'est un assemblage de dessins et d'animations qui ont été réalisés quotidiennement durant 5000 jours d'affilée. Donc, c'est Mike Winkelmann, qui est le véritable nom de Meeple, qui a fait cette œuvre, enfin, qui appelle une œuvre. Donc, c'est un des 3 artistes les plus chers du monde, tous supports confondus. Donc c'est une vente qui aura duré 2 semaines au total. Donc cet artiste a 39 ans, il est connu pour ses projets numériques et ses collaborations, et il n'avait encore jamais vendu d'œuvre à son nom avant cette œuvre-ci. Deuxième record, qui peut aussi nous glacer le sang, c'est que ce sont 22 millions d'internautes qui ont suivi les dernières minutes de la vente sur le site de Christie's, pour ce qui constituait la première vente d'une œuvre entièrement numérique par une maison d'enchères majeure. Donc cette vente illustre la montée en puissance d'une nouvelle technologie d'authentification. Hein. Donc cette technologie utilise la blockchain. La blockchain, c'est ce qu'on utilise pour les crypto-monnaies, qui est présenté comme un remède miracle aux copies et un des freins au développement de l'art numérique. C'est-à-dire que cette œuvre ne peut bien sûr pas être copiée, ce qu'il faut qu'elle soit unique pour être vendue aussi cher.
Donc ça permet de commercialiser des œuvres et à peu près tout ce qui est imaginable sur Internet, que ce soit des albums musicaux aux tweets de personnalité. Donc c'est sous forme de jetons non fongibles, ce qu'on appelle des NFT. Là, effectivement, une partie des auditeurs qui sont dans notre génération, pour eux, c'est un charabia, tout ça, mais voilà, c'est comme ça que les choses sont appelées aujourd'hui. Et donc, cette appellation obscure est née en 2017 et ça recouvre tout objet virtuel à l'identité, à l'authenticité et à la traçabilité en théorie incontestable et inviolable. Donc voilà ce qui peut se vendre, ce qui s'est vendu, donc cette œuvre numérique. Il y a une représentation sur le lien que je mettrai sur cet article du Monde. Bon, on n'y voit pas grand-chose, c'est pas très intéressant en soi, si ce n'est que ce sont 5000 petites étiquettes collées côte à côte, mais justement qu'on ne peut pas reproduire. Voilà, donc savoir que ces jetons et cette forme de vente peut aussi atteindre des milieux différents. Donc il y a aussi des vidéos, des morceaux de vidéos, je crois, qui peuvent être vendus ainsi, comme par exemple, je crois que c'est la Ligue professionnelle nord-américaine de basket NBA, qui elle aussi a sa plateforme de ces jetons non fongibles et qui commercialise des extraits de vidéos de quelques secondes d'action de jeu. Donc en fait, c'est bien ça, le capitalisme se loge partout là où on ne l'attend pas. Donc tout est financiarisable. Tout à fait. Et pour ce qui concerne cette œuvre vendue plus de 60 millions de dollars, c'est un des classiques de l'art contemporain, enfin je veux dire contemporain, l'accumulation invraisemblable d'images, là c'en est 5000, bon ça pourrait être 10 000, ça pourrait être 1 million, avec l'art numérique, hein, il n'y a pas de limite, voilà. Bon, les milliardaires ne savent pas quoi faire de leur pognon. On en est convaincus maintenant. C'est du placement, en fait, c'est un marché complètement, c'est un marché financier. Là, il donne l'exemple aussi de visages qui ont été faits justement avec ces jetons non fongibles. Donc, c'est une série de 10 000 visages qui sont dessinés par ordinateur. Voilà, il faut du chiffre, il faut dépasser ce qui est humainement concevable, hein, bien sûr. Donc, ce sont 10 000 visages dessinés par un ordinateur, tous différents, aux traits pixelisés volontairement grossiers, et chaque visage peut désormais se revendre sur une plateforme. Et donc il y a un des visages, c'est un visage avec pipe et casquette qui a été acheté 7,5 millions de dollars. Enfin, un visage. Parmi 10 000. Voilà, on en reste baba. En fait, on est un peu dépassé par tout ça, effectivement. Mais à dire la vérité, on est peut-être dépassé, mais on s'en tape le cul complètement. Voilà. Et pour rester donc sur notre thème qui nous est très cher, des artistes et de la Commune de Paris, voilà le nouvel affront qui vient d'être fait à cette Commune de Paris. C'est le Sacré-Cœur inscrit au monument historique. Oui, vous avez bien entendu. Donc le Sacré-Cœur de Montmartre. C'est un Temple Saint-Loup qui devient un monument historique. Voilà. Le Sacré-Cœur de Montmartre était déclaré d'utilité publique depuis 1873. La Commission régionale du patrimoine et de l'architecture d'Île-de-France vient de voter son inscription au monument historique avec le soutien de qui? De Madame Bachelot. À quelques mois du 150e anniversaire de la commune, cette décision apparaît comme une véritable provocation. Oui, sauf que la présidente de région Île-de-France, c'est Pécresse, c'est une nana de droite et qui habite Versailles. Non, c'est un pied de nez de l'histoire. Ah non, mais c'est terrible. Donc, en fait, la basilique, entre guillemets, du vœu national avait, dès 1870, pour objectif avéré d'expier la déchéance morale provoquée par les révolutions égrenées depuis 1789. On n'en sait pas seulement à la Commune de Paris. Après 1871, s'y ajoute dans l'opinion dominante l'expiation de la Commune de Paris, bien sûr déclenchée le 18 mars sur la butte Montmartre. Donc ce pain de sucre de la butte est tout à la fois le signe tangible de l'ordre moral voulu par l'Assemblée monarchiste, élue en février 1871, et le symbole par excellence de l'anticommune, et c'est cet objet que les autorités de la nation décident de valoriser volontairement. Donc on savait certes que la droite versaillaise n'avait jamais faibli dans sa détestation de la commune. L'opprobre persistante, lancée par la mémoire conservatrice, s'est toujours voulu le prolongement des massacres de la semaine sanglante. Qu'elle se manifeste à nouveau avec cette morgue insoutenable en dit long sur un certain air du temps. Nos dirigeants manifestement n'ont que faire des décisions de la représentation nationale.
Et le 29 novembre 2016, l'Assemblée nationale a donc voté une résolution réhabilitant les communards et communards condamnés et demandant que des efforts soient consentis pour faire connaître les réalisations et valeurs de la commune. Fin 2020, la réponse est donnée. Ce sont les massacreurs que l'on veut mettre en valeur. C'est la mémoire de l'expiation qui devient le bien commun de la nation. Qu'un lieu de culte soit choisi pour ce déni démocratique n'est digne ni de la République, ni d'une part non négligeable du monde chrétien qui aujourd'hui se reconnaît quand même dans certaines valeurs humanistes de la commune. En 2021, le Sacré-Cœur sera monument historique, tandis que Paris ne devrait toujours pas avoir sa station de métro qui est demandée par les amis de la commune à Belleville, comme le Conseil de Paris l'a demandé. Il y a déjà 2 ans, quand il y avait eu la montée au mur, on nous avait déjà parlé que les amis de la commune demandent à ce qu'une station de métro porte le nom Commune de Paris. C'est toujours pas accepté. Donc on salue une nouvelle fois les bourreaux et l'on crache une nouvelle fois sur les victimes. Sans doute y a-t-il dans ce choix une logique politique donnée des gages de la part la plus conservatrice de la droite française. La République, déjà bien malade, n'a pas besoin de cette forfaiture, que tous les héritiers de la commune, sans exception aucune, se retrouvent donc dans le refus le plus total. Et là, ce que j'ai lu, c'est le texte d'une pétition que je mettrai en ligne pour pouvoir dire non à cette inscription au monument historique. Tout à fait. Oui, c'est quelque chose d'insoutenable, parce que déjà, ériger un monument sur un des hauts lieux de la commune, parce que Montmartre a payé très cher, si vous voulez, cet idéal communard. Il y a eu des massacres, bref, on ne va pas répéter. Il y a un petit truc quand même qui me fait rigoler, c'est que suite à la commune, il y a eu cette espèce de mouvement pour créer la commune libre de Montmartre. En fait, au départ, c'est quelque chose de communard et qui existe toujours. Enfin, c'est une république un petit peu, on pourrait dire un petit peu bidon, mais quand même. Et mais imaginez la butte avec seulement le clocher de l'église Saint-Pierre. Mais ça a une autre gueule quand même que cette espèce de bouse qu'on voit de tous les coins de Paris, voilà, qui écrase cette butte mythique. Parce que Montmartre, c'est beaucoup plus ancien que le Sacré-Cœur. Le nom de Montmartre, Montmartre, c'est le mont des martyrs, mais pas les martyrs versaillais, hein, ni ceux de la commune d'ailleurs, parce qu'il y a eu des martyrs sur cette butte, voilà. Non, si vous voulez, on voit bien là les gros sabots de la droite. C'est pas des finauds, hein, les gens de droite, hein, c'est des gros bourrins, quoi, voilà, qui à côté prendre les figures de Louise Michel, de Vallès, de Ferré et de tous ces gens-là.